Oui, mais ça fait rien, moi. Je dis les choses. Voilà. Bien. Je pense que nous pouvons commencer. Donc, si tout le monde est bien installé, on commence cette session parole d'experts. Alors, comme vous l'avez vu, peut-être, c'est assez éclectique comme présentation, mais justement, ça nous permettra de parcourir un peu tout notre domaine d'investigation dans la pédagogie, la formation en sciences de la santé. Et donc, je vais tout de suite donner la parole donc, au premier expert prévu. Donc, c'est Alexandre Berkès, qui vient justement se mettre en place et qui nous vient de Montréal. Il est là, présent en plus. Voilà. Je dirais, pour la partie sono. Je pense que vous entendez tous et toutes régulièrement parler de ces différents concepts. On entend ces différents mots, mais de manière assez interchangeable. On entend d'un coup les patients partenaires, les patients experts, les patients simulés, les patients standardisés, les patients formateurs, les patients enseignants, les pairs aidants, les patients ressources. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas actuellement, et c'est peut-être un bon signe, encore de terminologie totalement officialisée, formalisée à ce sujet-là. Alors, il y a deux raisons pour cela. Premièrement, c'est parce qu'on pratique différemment. Alors, je veux dire, au Québec, on va parler par exemple de patients formateurs la plupart du temps et de patients partenaires. En France, on va parler beaucoup de patients experts parce que la culture de l'éducation thérapeutique de laquelle vient ce terme est beaucoup plus prégnante qu'au Québec. Et pour une deuxième raison aussi, c'est que la majorité des patients impliqués dans ces mouvements sont des patients qui sont vigilants à ce que représente le fait de nommer et de catégoriser des personnes. De ce fait-là, quand on nous demandait aujourd'hui, la consigne, c'était de nous aider à comprendre ce que sont ces différents termes. Ce qu'on se rend compte la plupart du temps, c'est que dans les milieux militants, dans les milieux travaillant à l'émancipation, le fait de donner la possibilité aux autres de nous nommer, de nous définir, leur donne la capacité de nous mettre à l'endroit qui les intéresse. Et de ce fait-là, quand des enseignants et des professionnels de santé définissent ou ont besoin de comprendre c'est quoi ce truc-là qui se passe avec les patients et les aidants partenaires, on a besoin de comprendre ce qu'ils font, et que c'est essentiellement ce milieu-là qui définit ces catégories-là, le réflexe des milieux associatifs ou des personnes concernées, c'est d'être vigilant à cet élan-là, d'y résister un tant soit peu pour dire mais si vous définissez les mots que vous allez utiliser pour nous catégoriser, vous allez choisir où nous mettre ou pas nous mettre. Et donc il y a aussi une tension politique et éthique, comme on a discuté hier, qui est encore en présence. Donc pourquoi aussi cette terminologie ne s'assoit pas aussi facilement? Mais parce qu'il y a une résistance volontaire et intentionnelle de ne pas laisser entièrement la communauté des professionnels de santé, puisque là on considère une communauté plus large, celle avec les citoyens et les patients et les aidants en particulier, définir ensemble ce dont on parle. Et de ce fait-là, ces communautés-là ont tendance à nous inviter à mettre l'emphase davantage sur la dimension relationnelle. Qu'est-ce qu'on forme comme relation? Plutôt que de savoir quel est ce type d'individu, mais quel est le type de relation qu'on veut former pour développer les compétences qu'on cherche chez les étudiants. Donc si je vous parle par exemple du terme de patient partenaire, à l'Université de Montréal, donc dans le modèle de Montréal, le patient partenaire, c'est un patient partenaire de ses propres soins. Donc là, on est au niveau de la personne qui s'implique activement, qui est un acteur de soins à part entière, en grande partie des malades chroniques ou des parents d'enfants en situation de handicap ou avec des maladies rares, etc. Et de ce fait-là, quand on parle en France par contre de patients partenaires, dans plein de cas, c'est un patient avec qui on est dans une relation de partenariat. Donc ça peut être un patient dans l'enseignement, dans les soins, sur les politiques publiques à la HS, etc. Donc vous voyez que ces termes-là, je vais vous les définir moi dans le sens par exemple du modèle de Montréal où un patient partenaire c'est un patient partenaire de ses propres soins, donc dans le cadre des soins, et ensuite on part de cette personne-là qui a cette expérience de coopération avec des professionnels de santé pour aller identifier est-ce que c'est une mission de formation, c'est une mission d'accompagnement d'autrui dans les soins par exemple, est-ce que c'est une mission de recherche qu'on souhaite lui proposer, et à ce moment-là on parle de patient partenaire, profil formateur, profil chercheur, etc. etc. Le mot patient expert, que vous entendez aussi régulièrement, il est beaucoup donc utilisé dans le cadre de l'éducation thérapeutique et
Ils venaient, c'est une terminologie officielle, celle-ci, par contre, définie par les institutions, reconnue par l'Agence régionale de santé, qui définit des gens qui ont suivi des patients, des personnes concernées, qui ont une expérience significative de la vie avec la maladie, ou des aidants, qui ont accompagné des personnes dans la vie avec la maladie depuis des années ou qui le font encore, et qui ont suivi une formation de 40 heures en éducation thérapeutique. Donc quand on parle de patients experts, cette expertise, c'est l'expertise de la co-construction, l'animation et l'évaluation d'une activité d'éducation thérapeutique. Donc ce n'est pas l'expertise qu'on entend quand on dit des fois un patient expert, c'est un patient expert de sa propre vie avec la maladie. Le patient expert dans les textes, c'est un patient expert capable d'intervenir dans une activité d'éducation thérapeutique et qui a une expertise par rapport à cette mission-là. Ce n'est pas la même chose que le patient qui vit avec le VIH depuis 20 ans et qui, pour une raison X ou Y, a fait une maîtrise en virologie et est capable de parler avec son hématologue de ces sujets techniques-là. Et des fois, on confond ces différents rôles. De la même manière, si on prend la terminologie de Olivia Gross qu'on a vue hier, elle nous a montré que selon le type de savoir, il y a aussi des savoirs qu'on qualifie de savoirs de type expert, c'est-à-dire des savoirs qui sont montés en généralité, des savoirs qui sont plus universels, qui ne sont pas juste ceux de notre expérience singulière, mais qui correspondent à des savoirs qu'on retrouve chez d'autres personnes qui ont le même parcours de santé. Et donc, à travers la discussion avec autrui, à travers la mutualisation de nos expériences de vie, on trouve des invariants, on trouve des choses qu'on trouve chez tout le monde. Et de ce fait-là, ces savoirs qui en sortent, c'est comme dans la démarche scientifique, c'est le fait de vérifier cette montée en universalité. Et dans ce cas-là, certains parlent aussi de patients experts. Parce qu'ils disent, regardez, c'est des patients qui ont développé des savoirs d'expertise sur la vie avec la maladie. Donc vous voyez que c'est toujours un peu compliqué de dire des patients experts c'est ci, les patients experts c'est ça. J'aimerais aujourd'hui vous sensibiliser au fait d'avoir le réflexe, quand quelqu'un vous dit j'aimerais ça avoir des patients experts dans mon activité, d'avoir le réflexe de dire expertise de quoi? Est-ce que c'est l'expertise de savoir expliciter les savoirs issus de sa vie avec la maladie? C'est pas parce que j'ai vécu 3 cancers ou 20 ans avec la sclérose en plaques que les savoirs que je développe pour prendre soin de moi au quotidien sont des savoirs que je suis capable de nommer, caractériser, transmettre à autrui. Je ne les ai pas forcément explicités. Donc est-ce que c'est de cette expertise-là qu'on parle, la capacité d'explicitation de nos savoirs et de la transmission à autrui, ou de les utiliser pour accompagner autrui, ou c'est une expertise d'animer, d'évaluer des activités d'éducation thérapeutique, ou c'est une expertise purement scientifique, technique sur un autre domaine. Donc le réflexe que j'aimerais vous donner, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous dire patient stimulé, patient standardisé, etc., de quoi vous me parlez? Donc là, on vient de voir le patient expert, le patient partenaire. Le patient, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les milieux d'enseignement, on va l'appeler souvent le patient formateur ou le patient enseignant. Donc celui-ci, c'est un patient, une personne concernée par la vie avec la maladie, qui a une expérience significative de la vie avec la maladie et des soins et services de santé, et qui mobilise cette expérience-là au service du développement des compétences des étudiants. Au Québec, on associe ce terme-là aux personnes dont c'est la contribution. Donc la fonction est celle d'enseigner, de contribuer à une activité pédagogique. En France, on utilise le terme patient, enseignant ou formateur pour des gens qui sont dans la sphère de l'enseignement. Donc si vous avez un patient qui est sur le comité de programme de médecine d'une faculté en France, on l'appelle aussi patient formateur. Pourtant, il ne fait pas de la formation. Mais il contribue aux conditions de formation dans lesquelles on va pouvoir intégrer les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie. Donc là, je vous complexifie la chose pour vous montrer que selon le pays, on utilise le terme formateur ou enseignant pour définir le contexte d'action et d'autres pour définir la contribution, le type de contribution. Donc encore une fois, le jour où on vous dit ça, demandez, vous voulez dire quoi par patient formateur? Est-ce que vous parlez du type de contribution ou de l'environnement dans lequel il intervient? Et enfin, si je reviens sur les 2 derniers qui sont simulés et standardisés, de la même manière, on vous le dit, on a l'impression qu'on a des compréhensions implicites associées. Et c'est encore la démarche du philosophe que je vous rappelle, c'est celle de toujours dire, mais de quoi vous me parlez? On simule quoi? Donc un patient simulé, concrètement, c'est forcément un acteur. C'est-à-dire qu'un patient, en tant que tel, il n'a pas à simuler sa propre expérience de vie avec la maladie. Ce que va simuler un acteur, c'est le fait d'être patient. C'est de simuler un type d'expérience de vie avec la maladie, de simuler un type de préoccupation du fait que j'ai une maladie chronique et que donc le rapport au travail, le rapport à la vie sexuelle, le rapport à mon traitement a telle ou telle caractéristique quand je vis avec une sclérose en plaques. Il va simuler cette dimension-là. La dimension standardisation, en fait, on pourrait l'appliquer à plusieurs autres catégories. Moi, je suis un intervenant standardisé aujourd'hui. Dans le sens, on m'a bien appliqué certains standards pour être capable de faire ma contribution. Ça ne veut pas dire que je suis le même que d'autres, mais on m'a appliqué certains standards. Standardisé, ça ne veut pas dire forcément toujours le même au sens générique du terme, mais c'est sur certaines dimensions particulières. Donc, un patient simulé, c'est un acteur qui joue une situation de soin, qui essaye d'être le plus réaliste et authentique possible pour que l'étudiant en face ne soit pas capable de faire la différence entre un vrai patient et quelqu'un qui simule.
Et on peut donc avoir des patients, ce qui est en fait tout le temps le cas, des patients simulés standardisés, c'est-à-dire des acteurs qui jouent le rôle d'un patient et à qui on a donné des standards d'intervention auprès des étudiants, en termes de, par exemple, d'avoir des réponses à peu près identiques à l'ensemble des étudiants, être capable de donner des exemples ou des réponses d'un niveau de complexité équivalent pour l'ensemble des étudiants, pour pas qu'il y ait d'injustice face aux étudiants qui vont suivre l'activité en tant que telle. Donc, les éléments les plus importants à retenir là-dedans, c'est toujours d'aller questionner la personne qui vous parle. Aujourd'hui, dans les facs, on arrive, des fois on me dit « moi j'aurais besoin d'un patient formateur stimulé », enfin on mélange tous les termes en même temps. En fait, tu me parles de quoi? Tu as besoin de quoi? Et si on revient sur l'intervention de Jacques Tardif hier, ou plusieurs qu'on a eues, c'est de dire, commençons par dire « je veux développer quoi comme compétence chez l'étudiant? Pour développer ces compétences-là, j'ai besoin de quel type de perspective ?» Donc là, ça peut être celle d'un autre professionnel de santé, d'un patient autre. De quel type de savoir, de quel type de compétences, on va se mettre sinon directement dans ce registre-là. Et des fois, ça peut être des compétences qui ne sont disponibles que par des personnes concernées. Si dans ce contexte pédagogique, pour développer telle compétence des étudiants, j'ai besoin de telle compétence et ou de telle perspective qui n'est disponible que par des personnes concernées, à ce moment-là, j'identifie quel type d'expérience j'ai besoin chez ces personnes-là pour identifier ces personnes-là et ensuite les accompagner comme il faut. Si par exemple, ce que je veux, c'est quelqu'un qui sait déjà coopérer avec les professionnels de santé dans son propre parcours de soins, ben là, je veux savoir qu'en termes d'accompagnement, moi, à la fac de médecine, je vais avoir besoin de lui proposer, par exemple, si je veux, il va intervenir dans un atelier d'éthique clinique, on aide les étudiants à revenir sur les enjeux éthiques qu'ils vivent au quotidien et puis de les déconstruire et de travailler sur cela. Ben, si mon seul critère de recrutement des patients va être des gens qui savent coopérer dans leurs soins, qui sont des partenaires de soins et que je travaille avec les cliniciens pour les identifier dans les soins, ben, je vais avoir besoin de les accompagner sur comment on coanime un atelier d'éthique clinique. Inversement, certains autres, on vient les chercher pour ces compétences génériques d'animation, de coordination, d'une réflexion critique sur la pratique, éclairée par la vie avec la maladie. Ben là, ce n'est pas le même soutien que j'ai besoin pour ces personnes-là. C'est peut-être davantage de m'assurer qu'ils vont bien rester ancrés dans leur expérience de soins et pas dans leurs compétences professionnelles, malgré le fait que leurs compétences professionnelles, je les trouve intéressantes et j'ai envie de les mobiliser. Donc, pour rendre les idées claires, je termine là-dessus, pour rendre les idées claires sur le sujet, le meilleur moyen, je ne pense pas que c'est de passer par une terminologie officielle fixée sur le sujet, c'est de donner des éléments, plutôt des questions associées. Quand vous voulez faire intervenir une personne dans tel contexte pédagogique, de quoi avez-vous besoin? Si vous ne faites pas ce travail-là, ce que j'ai pu observer à travers le temps en France ou au Québec, c'est qu'on va mobiliser ces personnes-là par désirabilité sociale, en se disant « j'ai fait intervenir un patient », c'est donc intrinsèquement forcément positif, et on ne vérifie pas si ça développe ou pas les compétences adéquates. Et sinon, c'est aussi de faire venir des patients parce qu'on est convaincu qu'ils peuvent contribuer, mais pas dans la bonne activité pédagogique, et donc ça les met en difficulté. Et on montre à nos collègues qui ne sont pas convaincus du partenariat patient que c'était peut-être pas super pertinent le partenariat avec des patients dans l'enseignement. Donc on peut mettre les patients en difficulté, et on peut mettre en difficulté le développement de ces pratiques dans une institution en tant que telle. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien, donc on donne tout de suite la parole à Camille Lépine, de Strasbourg. Bonjour à tous. Je m'appelle Camille Lépine. Alors, est-ce que je peux juste avoir le diaporama, s'il vous plaît? Voilà. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis médecin généraliste à Strasbourg et je suis aussi chef de clinique au département de médecine générale de la fac de Strasbourg. On m'a donc fait l'honneur de me demander de venir présenter un travail qui a été réalisé récemment et qui s'intitule « Compétences attendues pour l'accueil d'un adolescent en médecine générale, validation d'un référentiel francophone ». C'est bon ? En introduction, puisque cette intervention a été nommée « Une idée qui vaut la peine d'être partagée », permettez-moi de vous présenter l'histoire de cette idée. Nous sommes en 2017, je suis alors interne en médecine générale et je cherche désespérément une idée, justement, une idée de sujet de thèse, pour être précise. À ce moment-là, je suis en stage dans un cabinet de médecine générale et on me demande de réaliser des consultations pour les adolescents. Autant vous dire que je ne suis pas très emballée par cette idée, d'une part parce que je me rends compte très vite que moi, les adolescents, j'y connais pas grand-chose, et surtout, un adolescent en consultation, c'est comme un adolescent dans la vraie vie. C'est un peu tout mou, ça parle pas beaucoup, et ça répond « ça va » à toutes les questions. Voilà, donc pas très emballée. J'en parle avec des collègues, j'en parle avec des amis, et je me rends compte que je suis loin d'être la seule dans cette situation. Les adolescents, c'est compliqué pour tout le monde.
Eh bien voilà, je tiens mon idée. Je vais donc créer une formation au sujet des adolescents pour les internes de médecine générale de la fac de Strasbourg. Et ce sera mon sujet de thèse. Pour créer cette formation, je vais faire des entretiens sous forme de focus group, où je vais interroger mes collègues sur leurs besoins en formation. Mais au moment de discuter mes résultats, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. En fait, il serait intéressant de pouvoir mettre en perspective ce que moi j'ai trouvé, c'est-à-dire les besoins des apprenants en formation, avec les besoins qui seraient prescrits par les experts du domaine. Je boucle finalement ma thèse et je reste sur cette idée. 2 ans plus tard, en 2019, je rencontre justement des experts du domaine des adolescents, et notamment le professeur Philippe Binder, avec qui j'ai réalisé ce travail. Lui, il est en train d'essayer de monter une formation pour des médecins généralistes installés dans le cadre d'une formation continue, toujours au sujet des adolescents. Nous ressortons alors cette idée de son tiroir. Quels sont les besoins en formation identifiés par les experts des adolescents ? Bien sûr, la littérature est riche sur le sujet, mais ce qu'il manque, c'est l'étape du consensus. Il manque un document qui ferait la synthèse de ce qui doit être su et donc enseigné au sujet des adolescents. À partir de ce moment-là, notre objectif de travail est plutôt clair. Il nous faut établir un référentiel des compétences attendues d'un médecin généraliste pour l'accueil des adolescents en soins primaires. Concernant la méthode, nous avons choisi d'employer la méthode Delphi. Il s'agit d'une technique d'élaboration de consensus au sein d'un groupe d'experts. Cette méthode a 2 avantages. D'une part, elle respecte l'anonymat des experts qui participent, ce qui permet l'expression d'une parole un peu plus libre. Et d'autre part, elle a l'avantage de se réaliser à distance, le plus souvent par mail et par questionnaire en ligne. Ça nous semblait indispensable pour pouvoir recueillir l'avis des experts de différents pays. Et si je vous dis que l'étude a commencé fin février 2020 pour se terminer en mai 2020, vous comprendrez que c'était un avantage qui était vraiment non négligeable. La première étape pour nous, ça a été d'écrire une proposition de référentiel à partir de la littérature existante, francophone et anglophone. Nous avons ainsi proposé 30 capacités pour l'accueil de l'adolescent en médecine générale. La deuxième étape, elle a été de sélectionner un panel d'experts. Ils étaient 21 de 4 pays différents. Il y avait un expert belge, un luxembourgeois, 3 Suisses et 16 Français. Il y avait 20 médecins généralistes et un pédopsychiatre dans notre panel. Nous avons fait le choix d'un panel d'experts assez varié en termes d'expérience, justement. Nous avons notamment regardé leur expérience auprès des adolescents et leur expérience en pédagogie. L'objectif finalement de ce panel d'experts plus ou moins expérimentés, c'était de pouvoir envisager pour la suite une bonne acceptabilité par la communauté médicale la plus large. En gros, nous voulions que ce référentiel puisse être appliqué par tout médecin généraliste, y compris ceux sans expérience ou sans appétence particulière pour le sujet des adolescents. Nous avons donc soumis à nos experts notre proposition de référentiel en réalisant 3 tours de ronde Delphi. Nous leur avons demandé de juger les 30 capacités selon 3 critères, la compréhension, la pertinence et l'applicabilité. Ils devaient voter en utilisant une échelle de Likert graduée de 1 à 9, où 9 représentait l'accord le plus élevé. Ils pouvaient bien sûr aussi faire des commentaires libres sur nos propositions. Entre chaque tour, nous avons analysé les votes, pris en compte les commentaires et retravaillé le document de synthèse. À la fin des rondes Delphi, nous avons abouti au référentiel des compétences attendues pour l'accueil d'un adolescent en médecine générale. Quelques mots rapides sur les résultats. Comme vous n'êtes sûrement pas tous des passionnés de la prise en charge des adolescents, je ne vais pas détailler le référentiel, mais s'il vous intéresse, vous pouvez le consulter via ce flashcode, le code que vous retrouverez aussi sur la diapo suivante et en fin de diaporama. Pour vous montrer rapidement à quoi cela ressemble, je vous ai mis ici un extrait du référentiel. Donc, le référentiel comprend 10 compétences, ici la compétence numéro 3, placer et soigner l'examen clinique. Chaque compétence est divisée en 3 capacités. Ici, la première des capacités pour cette compétence, qui s'intitule « Veiller au respect de l'intimité lors de l'examen physique, au consentement pour les gestes nécessaires et à la place du tiers dans ce temps intime ». Pour chaque capacité, vous avez donc l'intitulé, puis un exemple en situation de consultation et un commentaire sur cette capacité. Quelques éléments rapides de discussion pour évoquer avec vous 2 limites de notre travail. Tout d'abord, il faut évoquer la notion de francophonie. Pour ceux qui, comme moi, le découvrent ou le redécouvrent, il s'agit du drapeau de la francophonie. Comme vous l'avez entendu précédemment, les experts français étaient surreprésentés dans notre panel.
Bien sûr, la participation des 5 experts qui n'étaient pas français a largement permis d'élargir la réflexion, mais notre travail ne peut finalement pas se prévaloir de toute la francophonie. Ensuite, concernant la méthode à proprement parler, nous avons donc choisi la méthode Delphi, qui est adaptée pour l'obtention d'un consensus. Mais comme toute méthode de consensus, son inconvénient principal, c'est qu'elle ne retient pas les avis extrêmes, alors même qu'il pourrait s'agir d'idées novatrices parfaitement intéressantes. Enfin, dans une technique Delphi classique, on aura plutôt tendance à poser des questions aux experts. Ici, nous avons fait le choix de leur soumettre une proposition de référentiel, tout simplement pour pouvoir partir de l'état actuel des connaissances et ne pas revenir tout au départ. En conclusion, l'utilisation de la méthode Delphi nous a permis d'établir le premier référentiel francophone pour l'accueil des adolescents en médecine générale. La prochaine étape, ce sera celle de la transposition pédagogique pour organiser les enseignements, organiser les évaluations et en déterminer les indicateurs. Ce référentiel, il pourra permettre d'une part d'enrichir les formations professionnelles, mais également il pourra être utilisé pour la certification des internes de médecine générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de congrès. Merci. Donc maintenant, une troisième communication est à distance. Valérie Dory de l'Université de Liège. Bonjour. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous, même si c'est à distance. Je suis chez moi, donc à Bruxelles. Alors, on m'a demandé de vous présenter une publication qui va changer votre vie. Je pense que l'ambition est un peu élevée. Je ne pense pas qu'avec une publication, je vais changer votre vie. Mon ambition est plus modeste. J'espère quelque part poser une petite pierre pour vous mener vers un cheminement un petit peu différent. Je trouve que cet article est intéressant pour placer un cadre. Donc, l'article que j'ai choisi est un article publié l'an dernier par Biesta et Van Braak, Beyond the Medical Model, Thinking Differently About Medical Education and Medical Education Research. En gros, c'est une critique quelque part de l'analogie fort fréquente dans le monde de l'éducation et a fortiori dans le monde de l'éducation en santé du modèle médical, c'est-à-dire l'idée que quand on fait de la pédagogie, eh bien, c'est une intervention qui vise un effet qui est l'apprentissage. Alors, premier problème avec ce modèle, c'est d'abord, ça veut dire quoi marcher pour une intervention? On pose toujours la question, bon, c'est quoi qui marche le mieux? Eh bien, ça veut dire quoi? Et les auteurs proposent 3 groupes de finalités. Le premier, c'est des finalités de qualification. Je pense que c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, c'est-à-dire le développement de savoir, de savoir-faire. On y pense de plus en plus dans le monde de la santé aussi aux aspects de socialisation, c'est-à-dire qu'on espère que les étudiants vont endosser les valeurs et les normes de la profession. Le troisième groupe de finalités, on y pense un peu moins, c'est la subjectification, c'est une notion plus émancipatrice. C'est l'idée qu'on veut que les étudiants deviennent auteurs de leur action, de leur pratique future, et qu'ils soient capables de choisir quand et comment appliquer leur savoir, leur savoir-faire, et puis quand, comment, et puis peut-être parfois quand il faut dévier des normes professionnelles. Alors, on peut espérer que souvent ces 3 finalités soient visées de manière synergique. Donc, ils prennent l'exemple dans l'article d'une formation à l'entretien motivationnel pour des futurs médecins généralistes. C'est sûr que la formation va permettre de développer des savoir-faire. Quelque part, le fait que cette formation existe envoie aussi le message que c'est une compétence qui est valorisée dans la profession de médecin généraliste. Donc, il y a un aspect de socialisation. Et puis, selon la formation, elle pourrait donner des outils pour aider les étudiants, dans le fond, à adapter quelque part l'aspect technique à chaque situation future, y compris aussi à leur propre façon de faire. Donc, il n'y aurait pas qu'une seule application un petit peu robotique, il y aurait moyen d'adapter. Donc, on peut espérer des formations qui aident les étudiants à faire ça. Mais évidemment, ces finalités peuvent aussi être en tension. Alors, on voit tout de suite que trop de socialisation, évidemment, ça devient de l'endoctrinement et ça diminue la subjectification. Mais il donne un autre exemple que je trouvais intéressant parce que moi, je m'intéresse à l'évaluation. Si on focalise l'évaluation sur la partie qualification et notamment par des examens où il y a une seule bonne réponse, on diminue la subjectification, on réduit le champ des possibles et on envoie le message qu'il n'y en a qu'un. Or, on sait que dans le domaine de la santé, bien sûr, il y a des choses qui sont complètement en dehors du champ de l'acceptable, mais il y a souvent plusieurs chemins pour résoudre les situations cliniques.
La deuxième critique de cette analogie, c'est que implicitement, on imagine un système fermé où on pourrait isoler les interventions et les effets. Alors, vous ne serez pas surpris, évidemment, le système pédagogique, il est complètement ouvert. Les étudiants sont influencés par des tas de choses qu'on ne contrôle pas, leurs expériences de vie, les examens nationaux, enfin toute une série de choses qui sont en dehors de notre contrôle comme concepteur de dispositifs de formation. Par ailleurs, c'est un système qui est sémiotique. Sémiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est lié à des individus et des individus qui vont interpréter les dispositifs, tant les apprenants que les enseignants. Et donc, les effets vont être différents en fonction de l'enseignant, en fonction des apprenants. Enfin, le système, il est récursif, ça veut dire qu'il y a des boucles de rétroaction et donc on peut avoir des phénomènes boule de neige ou au contraire des phénomènes d'atténuation dans le temps. Alors, c'est pas nouveau, il y a toute une série d'études qui montrent ça. Hein. Donc, je vais vous pointer vers quelques exemples, notamment sur l'évaluation en milieu clinique. Eh bien, l'étude de Schutt et collègues montre qu'on a beau mettre en place des évaluations qu'on voudrait essentiellement formatives, et en réalité, la façon dont les étudiants vont interpréter ça va varier. Dans certains cas, et ça dépend des individus, mais ça dépend aussi du système et de la culture d'apprentissage, les étudiants vont en réalité voir cette évaluation formative comme une évaluation sommative et se comporter de manière, disons, pas tout à fait comme on le souhaiterait. Les enseignants aussi ont leur propre autonomie et agissent en fonction de leur propre interprétation et de leurs propres besoins et motivations. Donc, Cleland, des collègues ont montré que c'était très difficile parfois pour les enseignants de mettre une cote d'échec à un étudiant. Et en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas remarqué que la performance n'était pas à la hauteur des attentes, mais il y a toute une série d'autres raisons. Pas envie d'aller justifier s'il y a un appel, peut-être manque de confiance en eux-mêmes, pas envie de faire du mal à l'étudiant. Il y a toute une série de raisons qui font qu'ils vont agir autrement que ce qu'on attend d'eux. Ginsburg et collègues ont fait toute une série d'études assez amusantes sur le langage codé que les enseignants utilisent dans les fiches d'évaluation en stage. Quelque part, il y a un enjeu relationnel. On ne veut pas pourrir la relation qu'on a avec les apprenants, on ne veut pas leur faire du tort. Et donc, on utilise un langage codé pour dire des choses un petit peu négatives en sachant que les autres enseignants vont le comprendre. Il se fait que les étudiants le comprennent souvent aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les individus dans un système, même si le système est ouvert, mais il y a quand même ils s'influencent les uns les autres. Donc, il y a des cultures professionnelles. Encore toute une série de publications du groupe de Watling et collègues au Canada que j'ai trouvé fascinant. Ils s'intéressaient à l'observation directe en stage. Donc, on dit que pour faire une bonne évaluation qui soit à la fois valide, mais aussi crédible et donc utile pour les étudiants, il faut que ça parte d'une observation de leur performance. Oui, ça paraît effectivement logique et pourtant, c'est si difficile dans le milieu médical. Alors, on n'imagine pas dans d'autres milieux, par exemple le milieu de la musique, un musicien qui raconterait à son prof de musique comment s'est passé le concert et puis qui demanderait une rétroaction. Et pourtant, c'est ce qu'on fait en médecine. Et l'idée, c'est que la médecine valorise l'autonomie et l'efficience et que l'observation directe, eh bien, elle n'aide pas. Demander d'être observé, c'est quelque part accepter qu'on n'est pas complètement autonome. Et puis, ça prend du temps, donc ça ralentit les soins aux patients et ça bloque par rapport à cette valeur-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des sous-cultures de disciplines. Donc là où on va quand même faire de l'observation directe, c'est dans les choses qu'on considère qui sont vraiment le cœur de notre métier. Donc les chirurgiens vont par exemple observer les interventions chirurgicales, alors que les psychiatres vont peut-être observer les anamnèses, qui ne vont pas du tout être observées dans d'autres disciplines, mais parce qu'en psychiatrie, c'est un élément clé de la pratique. Alors pourquoi j'ai choisi cet article? Je trouvais qu'il faisait quelques invitations intéressantes à la fois aux formateurs, aux enseignants, mais aussi aux chercheurs. Je crois que pour les enseignants, c'est d'abord une invitation à clarifier c'est quoi le cap, c'est quoi la direction vers laquelle on veut aller, et de se rendre compte qu'il n'y en a pas qu'un, qu'il y en a plusieurs, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on n'en privilégie pas un au détriment des autres. C'est aussi un appel à l'humilité, et je pense que beaucoup d'entre vous auront eu cette expérience, en tout cas moi je l'ai déjà faite. On passe du temps à concevoir un dispositif, et puis on lance les navires avec un cap, une direction, et puis en fait, il se passe toute une série de choses. Les navires ne vont pas tous dans la même direction, il y a la météo, il y a toute une série de choses qui vont interférer. Ça veut dire que quand on implante quelque chose, il ne faut pas supposer que ce qu'on a eu dans notre tête va en réalité se passer comme ça, et il faut continuer à monitorer et à s'ajuster.
Pour ce qui est des chercheurs parmi vous ou de ceux qui utilisent les données de la recherche, c'est vraiment une invitation à diversifier les approches. On ne peut pas compter que sur les études randomisées contrôlées, qu'on voit tout de suite les limites qu'ils auront dans ce type de contexte. Alors, j'ai montré toute une série d'exemples de méthodes qualitatives qui sont évidemment les méthodes de choix pour étudier des cultures, qui sont les méthodes de choix aussi pour étudier les interprétations des individus. Mais il y a aussi des nouvelles approches, enfin nouvelles en tout cas dans notre domaine, qui sont les approches réalistes. Les approches réalistes reconnaissent qu'une intervention, en réalité, elle est multiple et elle peut fonctionner ou pas par toute une série de mécanismes différents et qui vont varier dans différents contextes. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Une étude de Lefroy dont je vais parler tout à l'heure pour ceux qui s'intéressent à la notation, et puis des revues aussi de littérature qui sont, je trouve, vachement plus intéressantes que des revues systématiques où on a finalement l'effet moyen d'une intervention. Mais ici, on essaye de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour qui et dans quelles circonstances, dans quel contexte. Je trouve que c'est souvent beaucoup plus agréable et intéressant à lire. Alors, si vous avez envie de poursuivre un peu cette réflexion, voilà, je vous remets la citation ici. Merci Valérie, et donc à tout à l'heure. Bien, comme on dit, la technique m'a rappelé qu'il faut respecter les temps. On a commencé avec retard. Bon, il y a quand même le temps pour poser une question. Il y en a une qui est posée à Camille Lépine, je crois, à distance. Merci. Il est écrit « Question pour Camille, voire pour Jacques Tardif ». Alors, je vais répondre pour moi, surtout, en toute modestie. La question est « Dans l'approche par compétences, est-il plus logique de faire des référentiels de compétences ou capacités par thème, ici l'adolescent en médecine générale, ou des référentiels de compétences plus génériques, par exemple la communication, qu'on applique en enseignement à travers plusieurs familles de situations, thèmes, adolescents, patients d'une autre culture, patients précaires ?» C'est une question effectivement qui est très intéressante. Nous, on a effectivement choisi... En fait, en médecine générale, en France, on a ce qu'on appelle des familles de situations, et l'adolescent fait partie, et en tout cas une de ces familles de situations. Et donc notre idée, c'était de pouvoir faire un référentiel qui soit centré sur cette situation de consultation avec l'adolescent. Mais bien sûr, je pense que ça peut venir seulement en complément d'une approche avec un référentiel de compétences plus global, où finalement le gros de la relation avec l'adolescent, ça se jouera sur la compétence de communication. Je pense qu'il s'agit surtout de croiser les deux et de mettre en œuvre les compétences du médecin généraliste dans la consultation avec l'adolescent, mais qui est qu'un exemple finalement. On a peut-être une petite question dans la salle sur une des trois communications, présentation. Bien, donc on va pouvoir se faire bien voir de la technique puisqu'on va passer à l'étape suivante. Donc il y a une ribambelle d'ateliers dans lesquels vous allez vous disperser peut-être. Et puis un débat que j'ai le plaisir d'animer d'ailleurs et l'honneur. Donc un débat qui se déroule dans l'auditorium. Voilà. Donc merci aux trois présentations et